Il y a un aspect, je pense, qui va être vraiment crucial, c'est celui de la collaboration interuniversitaire. Je pense qu'on ne pourra pas y arriver autrement. Comme je le mentionnais tantôt, il y a certains programmes qui exigent cette collaboration-là. Maintenant, comment arriver à la soutenir efficacement? Ça, c'est vraiment autre chose. Il y a des éléments à clarifier. Je prends au niveau de la formation à distance, par exemple, à l'UQAM. Il faut arriver à inscrire ça au niveau des conventions collectives, l'encadrement de ça de façon à respecter à la fois la propriété intellectuelle, respecter la tâche des professeurs là, qui s'y investissent, ceux des chargés de cours qui vont y contribuer également. Donc, il y a vraiment des enjeux, je pense, pour l'UQAM, notamment, puis je pense aussi qu'ils se vivent dans les autres composantes. À la télé, peut-être que vous avez une longueur d'avance sur nous, mais ça, assurément, est à travailler. Bon, on sait qu'il y a le projet de Conseil des universités qui est en cours. Maintenant, il n'existe pas encore. Yves parlait du courage nécessaire pour arriver justement à nommer les choses. Effectivement, quand on regarde la situation de la création du déploiement de HEC au centre-ville, comment arriver à faire en sorte que de tels événements n'arrivent pas ou n'arrivent plus? En fait, ce sont nos impôts à toutes et à tous qui y passent. Puis on peut penser qu'il n'y a pas là une utilisation qui soit optimale et raisonnable et responsable des fonds publics. Va falloir qu'on se parle les uns les autres. Puis les recteurs, je pense, à cet égard-là, ont un travail vraiment essentiel, mais c'est important qu'ils travaillent aussi en collaboration avec l'ensemble des professeurs. Je prends notamment une université comme l'UQAM, puis je pense que c'est typique à l'ensemble des universités du réseau. On souhaite des universités qui soient collaboratives, où il y a un leadership assumé par une personne en particulier au niveau institutionnel, avec une équipe de direction. Bien, je pense qu'il faut, notamment, je vous dirais, à l'UQAM, peut-être ailleurs, il faut le voir aussi, sortir finalement des tensions entre finalement les équipes de direction puis les professeurs, puis voir comment on compose une seule et même équipe, une seule et même, je vous dirais, force pour justement l'accomplissement exemplaire de la mission de façon absolue au niveau institutionnel et de façon collaborative avec les autres institutions universitaires. Donc, on a... Oups, c'est trop long, hein, Pierre? Conclusion. Ah, conclusion. Donc, c'est plus facile de travailler chacun tout seul, c'est plus difficile de travailler ensemble, mais il y a là un défi absolument essentiel à relever. Michel? C'est l'ordre. 4 remarques. Première remarque, une réponse. Comment la TVUQ peut s'ancrer régionalement? On n'est pas dans une dans son milieu. Pas besoin de... Non, mais dans son milieu. Alors, on va prendre un exemple concret. La pandémie d'influenza, on travaillait jusque dans le dernier village Innu du fond du Nord, puis on a formé 400 000 personnes au Canada. Alors, on est intégré dans le milieu, mais dans le milieu, pour moi, ça ne veut pas dire la fractale locale. Non. Non, mais c'est juste pour... c'est un exemple, on pourra en sortir plein d'autres. Deuxième exemple, les recteurs, c'est pas important. On va le dire comme ça. Il y a une base de fait probant depuis 40 ans, depuis Clark Keir, qui dit que le recteur, c'est pas important. Le recteur, leur rôle, c'est d'être une boîte à mal. Ça, c'est un recteur de l'UQAM qui nous a dit ça, c'est une boîte à mal. J'explique au gouvernement puis au milieu qui m'entoure c'est quoi l'université. Puis quand je me retourne à l'interne, j'explique à mes profs et à mes départements, c'est quoi le milieu. Et le rôle de boîte à mal, si on n'a pas de boîte à mal, il n'y aura pas de courrier. Pas de courrier, pas d'argent, pas de chèque, non. Vous voyez, il y a un rôle important. Par ailleurs, dans son discours, moi, je suis à l'UQAM, je voterai pour elle. Mais t'es pas Lucas. Moi, je ne suis pas à l'UQAM. Je ne suis plus à l'UQAM. Je ne suis plus à l'UQAM. Troisième remarque, la collaboration, c'est une chose. Vouloir préserver ses privilèges quand on est prof ou chargé de cours, ces choses-là, c'en est une. Et le discours qui doit être porté par les universités doit être porté non seulement par la boîte à mal rectorale,
mais elle doit être portée par les syndicats, par les départements, par tous les lieux collectifs. Si dans le département X, je ne parle que du département X, puis que je parle à des ministres au gouvernement juste du département X, je deviens insignifiant. De la faculté Y. Ou la faculté Y. C'est vrai, il y a des facultés. Faculté Y. Mais dans le cul, Ou de l'école Z. c'est ça. Eux autres sont signifiants. Insignifiant. C'est ça. Alors, tous les lieux qui ont une voix doivent avoir le courage de s'exprimer, non seulement, il faut que tu saches d'où tu viennes, mais il faut que tu puisses t'exprimer sur l'ensemble de ton université. Si je suis à l'UQAM, de l'UQAM, si je suis à l'UQ, de l'UQ, si je suis au Québec, des universités au Québec. Il ne faut pas avoir peur de frapper le problème. L'autre, ce serait trop long. Deuxième Bon, tour. une question pour demander c'était quoi l'autre. Je vais juste prendre un exemple justement de collaboration réussie parce que Yves parlait des bibliothèques. Puis là où on peut, je pense qu'on a montré la voie dans le réseau. Yves disait si on avait plus de collaboration entre les bibliothèques. En fait, depuis 2008, depuis 2007-2008, il y a ce qu'on appelle dans le réseau une seule bibliothèque, SB9, un système partagé. Quand tu rentres à l'UQTR, à l'UQO, à l'UQAT, on est sur un même système avec des achats en commun, etc. C'est géré comme un système hautement collaboratif, même si l'étudiant voit une bibliothèque, en fait, derrière ça, il y a des gens qui font jamais deux fois la même affaire, qu'ils soient à l'UQO, à l'UQAT, etc. Donc, il y a une mutualisation à la fois du travail, plus derrière l'environnement, quelque chose qui est un. Ce modèle-là, l'ensemble des... En fait, il a fallu renouveler, ou il fallait renouveler le système pour SB9, Service Bibliothèque 9, dont l'UQAM n'a pas fait partie au départ. En fait, c'est ça. Les directeurs d'SB9 ont dit, nous, on renouvelle notre système, on travaille tout le monde ensemble, on a fait beaucoup de gains par le passé, on va vous présenter comment on fait ça. Avez-vous envie de rentrer ou d'embarquer avec nous? Et c'est ça, c'est il y a 2 ans et demi. Actuellement, les 18 bibliothèques universitaires au Québec vont développer, tout le monde ensemble, je dirais, vont s'associer pour être dans un seul système. La mutualisation va être faite à 18. Je pense que là, on peut montrer qu'on peut être exemplaire du point de vue de la collaboration, montrer la voie. Et ça s'étend actuellement à l'ensemble des 18 bibliothèques universitaires québécoises. On va de l'avant. Moi, je trouve que c'est un exemple parfait, effectivement, de là où ça peut nous amener la collaboration. Puis je ne donnerai pas d'autres exemples, je vais juste... J'ai un mot sur la collaboration. Je jette mon chapeau de directeur de l'Observatoire des sciences et des technologies. Nous, on mesure justement tous les types de collaboration. Il est parfaitement évident qu'au niveau de la recherche, les chercheurs individuellement, ils collaborent avec ceux dont ils ont besoin. Okay? Donc, on a les réseaux qui montrent très bien les liens entre McGill, l'UQAM, Concordia, et sans parler des réseaux avec Toronto ou le reste du Canada. Okay? Et donc, ça, c'est pour ça que c'est ce qu'il faut mettre de l'avant. C'est de dire, pendant que justement le recteur en haut s'énerve, il parle de « je me moi », les chercheurs, il y en a, ils ne sont pas « je me moi », ils sont tous en collaboration. La moitié, pour ceux qui ne le savent pas encore, la moitié de toutes les publications scientifiques canadiennes, donc 50%, 52%, la moitié sont écrites en collaboration internationale. Donc, il n'existe que la collaboration. Il y a ceux qui parlent de compétition sont juste déconnectés de la façon dont la science se fait à travers le monde, science en incluant n'importe quoi, la science sociale, etc. Donc, les gens vont dans les congrès, que ce soit en éducation ou ailleurs, c'est acquis. Et effectivement, on vient de dire aussi, puis on pourrait le montrer cartographiquement, c'est juste un peu plus compliqué, que aussi les étudiants, justement, avec, à l'époque, on appelait la carte CREPUC, puis avec les ententes interuniversitaires de cours qu'on peut prendre ailleurs. Mon garçon, moi, il est en traduction à Concordia, puis il dit, je vais prendre un cours de traduction, un cours de portugais à l'UQAM. Il s'inscrit avec la machine, qui dit, OK, tu as droit. Donc, on a déjà ça beaucoup. Mais est-ce qu'on le met de l'avant?
Au niveau de la rhétorique, non. Et là où, effectivement, tu as raison qu'en un sens, les recteurs ne sont pas très importants, parce que, au fond, c'est les profs qui font l'université, c'est pas le recteur. Mais là où, par contre, ils sont importants, c'est ce que tu as dit aussi, c'est d'être justement un peu comme le président d'ACFAS, des porte-paroles de la communauté scientifique. Donc, c'est des haut-parleurs qui doivent en avoir des discours convergents. S'ils convergent, ils vont servir les intérêts de tout le monde. S'ils divergent parce qu'un est je me moi et se trouve meilleur, ils se desserrent, ils desserrent les autres. Et ça, il faut que ça arrête. Puis on a donc les événements de doctorat, je pense que c'est celui en d'études urbaines, si la mémoire est bonne. En plus, il n'est pas juste à l'intérieur de l'UQ, il est avec, je pense, Concordia, INRS. Et, bon, on a des exemples concrets. Maintenant, il faut que la ministre de l'Enseignement supérieur se dise, OK, bien, je l'ai, mon modèle, il est en action, ici et là. Je le systématise dans un discours cohérent. Et un financement conséquent. Donc, effectivement, là, on est tous d'accord sur cette... Et c'est bien sûr le réseau de l'Université du Québec qui en a donné la première exemple, parce que lui, par définition, il a commencé comme réseau, comme le réseau des universités de Californie, dont on a tendance à oublier, hein? L'Université de Californie à Berkeley, à San Diego, ça existe, c'est analogue à notre structure. Donc, qu'on se serve du réseau de l'Université du Québec, de ce qu'il a fait, l'exemple des bibliothèques est très important, et il nous montre qu'avec les bibliothèques qui se transforment en numérique, là, il faut dire, voyez-vous, nous, on l'avait fait entre nous, maintenant, on le veut pour l'ensemble des universités québécoises, parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas de raison d'avoir accès à telle revue, parce que toi, tu penses plus riche pour te la payer. Alors que moi, maintenant, encore actuellement, il y a des revues, comme je suis professeur associé à Toronto, j'ai accès, grâce à mon code de l'Université de Toronto, à pas mal plus de revues que j'ai accès ici. Et ça, il y a moyen de le faire si on travaille tous ensemble. Donc, conclusion, le réseau de l'Université du Québec peut servir de modèle au réseau des universités québécoises. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques, des questions? Peut-être un commentaire André. pour ajouter à Lynn des exemples où le réseau Urgence, là, pour pas que ça devienne un consensus. Parce que quand vous obligez les gens à parler d'une seule voix, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire taire la personne qui... En fait, vous donnez beaucoup de pouvoir à la personne qui veut pas le consensus et qui veut d'autres choses. Faites attention au discours unanime. Vous donnez du poids aux gens qui ne sont pas d'accord parce que ça fait taire tout le monde. Alors moi, j'en ai un peu contre le consensus et le discours consensuel. Ce que ça fait, c'est que ça dilue énormément ce sur quoi tu es capable de parler. 1. 2, ça empêche les gens, en fait, vous donnez du pouvoir aux gens qui ne veulent pas que vous parliez. Je vais répondre avant, je ouais. sais pas. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Peut-être que tu peux Oui, ça va m'éclairer. commenter ce que je vais dire. Je vais faire une intervention un peu personnelle. Moi, je suis ni professeur, ni administrateur, ni doyen. Mais j'ai passé ma vie à l'université dans les faits. J'ai étudié, j'ai fait mon bac à l'Université de Montréal. J'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval, à l'Université McGill, pardon. Et J'ai commencé un doctorat en Europe, aux Pays-Bas. Je suis revenu au Québec, j'ai travaillé à la Commission des universités sur les programmes en 98-99. Ensuite, j'ai travaillé à l'Université de Sherbrooke. Et là, comme vous voulez, depuis très très longtemps, mais disons, je travaille depuis 20 ans, je ne crois pas à la possibilité réelle et productive que toutes les universités... Une petite réponse brève. Il y a Carole, traiter Yves, différemment par le Carole, pouvoir public, je André. veux dire. Très, très brièvement, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de confusion sur des débats qui sont stériles, là. Parler d'une voix commune sur certaines choses, c'est pas la même chose que de dire on n'empêche rien. Parce que la réalité, c'est que la disparition de la grippe, qui va me démontrer que ça a eu des bienfaits? Personne. Ça a eu un effet de silence. La création d'Université Canada a eu des effets au niveau fédéral, bien que ces universités ont des intérêts divergents aussi. Donc, il n'y a pas de contradiction entre dire, OK, là, c'est comme l'ACFAS. Est-ce que les chimistes, puis les physiciens, puis les sociologues s'entendent? Non. Mais quand l'ACFAS parle, elle a réussi à trouver le moyen de dire au gouvernement, écoutez, là, il y a 3 fonds, il faut vous investir dans les 3. Et ça fait plaisir à tout le monde. Donc, il y a moyen, en termes purement stratégiques, de dire oui. Là-dessus, on sait qu'on ne s'entend pas. Sur certaines Donc, choses, oui. Ouais, mais là, pour l'instant, c'est pas ça. C'est le silence. C'est juste ça que je veux dire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Là. Donc, sa réponse Sur à certaines choses, c'est qui a pas peur ça. que non, il n'y ait plus rien qui se dise. Non. Ben, Mais là, pour l'instant, je veux il n'y a dire, rien qui au se dit. moment où la CREPUC a éclaté,
plus rien ne se disait, même si la CREPIC était là. Oui, mais ça, c'est parce que c'est des dirigeants qui étaient mal... c'est des mauvais dirigeants. Mais c'est court à dire, mais c'est vrai. La Croix ne s'intéressait qu'à doubler le frais de scolarité. Un recteur intelligent aurait dû dire « Je suis au service des étudiants ». Puis c'est pas en doublant le frais de scolarité qu'on va augmenter l'accessibilité. Mais ceux qu'on nomme à la tête, souvent, c'est des gens comme ça qui n'ont pas de vision des choses et qui sont dangereux publiquement pour la société québécoise. Michel, après Carole. Oui, moi je suis pas pessimiste comme toi. Là. Je suis un indécrottable optimiste parce que je regarde d'où on vient, puis j'espère que ça va prendre moins de temps pour arriver où que ça peut pas être. Le seul problème qu'on a dans l'enseignement universitaire, c'est qu'on est trop riche. Dans la recherche, parce qu'on est dans la précarité, on collabore tous. Là. Quand on veut s'acheter un super cré, là, moi, je suis pas capable, mon chum n'est pas capable. Puis là, on est obligé de se mettre une soixantaine à travers le Canada pour essayer de pogner le super cri. On est trop riche dans l'enseignement. Moi, quand j'entends parler des profs qui vont se promener partout sur le territoire dans le char, je trouve ça débile! Ils ont un char, ils ont du temps, ils font ce qu'ils... Ça n'a pas de sens! Est-ce qu'on est trop payé? Ça, je sais pas. Ça, syndicalement, je dirais jamais ça qu'on est trop payé, les profs. On est tout le temps sous-payés, mais... On est dans le sous-prolétariat intellectuel. Il y a trop d'argent dans l'enseignement. Et, présentement, pour notre bien. Et parce qu'il y a cet argent-là, les gens, ça diminue au niveau global. L'argent global diminue pour l'enseignement. Et là, c'est la bataille pour dire « Non, je ne veux pas perdre tel morceau, je ne veux pas perdre tel morceau, puis là, je vais compétitionner pour ces choses-là. » On a 60 millions présentement en budget d'information et de publicité au Québec, grosso modo, là, pour l'ensemble du Québec, toute l'université confondue. On regarde l'effet de la publicité. Si la publicité a un effet, c'est que ça veut dire que celui qui met le plus d'argent va ramener plus de clients. C'est comme ça qu'ils appellent ça la clientèle. Or, sur les 15 dernières années, les proportions, ça donne rien. Donc, le petit 60 millions, peux-tu arrêter de le mettre? Ça donne rien. Alors, on dit, OK, on n'a même plus d'argent. Il y a des gens qui investissent, pas toutes les universités, mais il y a des gens qui investissent dans des consultants pour être dans les rankings. Là, on va sortir quelque chose en septembre ou en octobre en disant, on va faire un règlement au gouvernement ou dans ce qui va remplacer le BCI ou dans je ne sais pas quoi, en disant il n'y a plus aucune université québécoise qui devrait investir une scène pour être dans les rankings, puis même on devrait interdire qu'on soit dans les rankings. Est-ce que ça existe? Oui, il y a des régions, il y a des pays, il y a du monde qui ne sont pas dans les rankings. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change de savoir que l'Université de Montréal, c'est la 4e, puis que l'UQAM est la 467e, c'est son ranking dernier, là, dans telle affaire. Ça ne change rien pour la moyenne des ours sur le territoire. À rien. Mais ça nous coûte, l'an passé, à peu près 7 à 8 millions de consultants pour être dans le ranking. Qu'est-ce que ça donne? Là, on peut en donner des exemples comme ça, là, à la poche. Alors, moi, je pense que si on récupère cet argent-là, si on fait un examen réel, non pas compétitif, non pas je veux garder exactement ce que j'ai, sauf les salaires des profs, évidemment. Non, jamais vous me ferez dire qu'il faut qu'on baisse le salaire des profs. On parlera des salaires des professionnels de recherche. Oui. Là, on va pouvoir en parler longtemps. Les nombres de cours, hein? Les nombres de cours. Oui, c'est ça. Ça, on n'en parlera pas. Ça aussi, on peut en parler. On n'en parlera pas. Mais, Comment ça coûte, ça? Mais non, on ne le saura pas. on le sait, on le publie. Mais ces éléments-là, le courage de mettre sur la table les données, le courage de dire non à un certain nombre d'affaires. C'est tout le temps le... Je m'excuse d'être vulgaire, là. L'hostie de quick fix. Là, pour régler mon problème cette année, on va faire un petit quick fix. Ah, l'année après, j'ai un autre petit quick fix. Là, j'ai un autre petit quick fix. Là, tu t'aperçois pour 10-15 ans que ton ensemble de quick fix a des effets pervers sur ton institution. Mais là, tu dis, il faut revenir, là, on va arrêter de faire des quick fix. Tu sais? Mais fondamentalement, il faut avoir une prise de conscience critique. C'est ça que je dis, une réflexion critique, une prise de conscience critique. C'est quoi qu'on veut faire? Mais il y a en masse d'argent dans le réseau
de l'enseignement, mais il n'est pas à bonne place tout le temps. Est-ce qu'on a besoin d'argent de plus dans le réseau des universités? Oui! C'est comme l'orchestre symphonique. Il n'y a jamais de bout. Plus on va avoir d'argent, plus on va faire de qualité, plus on va servir notre chose. Il n'y a jamais de bout. Il manque tout le temps de l'argent. Mais si on pouvait dépenser celle qu'on a de façon plus intelligente, peut-être qu'on aurait un meilleur business case, quand on prend leurs mots, pour en avoir plus. Bravo. Si je peux juste Non, mais réagir. non, 30 secondes, Madame Lévesque. Madame Lévesque. Ça va être court, c'est juste une petite information. À la suite de ce que M. Gingras disait, cet édifice de 93 millions dans le centre-ville. En arrêtant de dépenser, effectivement. Je ne Exactement. parlerai pas de formation à distance. Bon. L'accès aux études universitaires au Québec, on est en retard de façon épouvantable, surtout chez les jeunes garçons francophones. Il faut être clair, là. C'est clair. C'est pas... etc. Et il y a plein de moyens pour remédier à ça qui ont été mis de l'avant, mais ça coûte un peu d'argent, ces choses-là. Bon, très bien. Ça, c'est la première chose. Les étudiants internationaux, on le prouvait avec Mme Barbarich, Glenn Jones, l'équipe du CFU. Les étudiants internationaux au Québec, ça ne rapporte rien. Ça nous coûte de l'argent chaque année. Alors, si un recteur ou n'importe qui dit qu'un étudiant international, c'est une bonne affaire, à part le fait qu'on peut faire des échanges culturels, puis qu'il y a du monde qui se marie ici avec des étrangers. Des ambassadeurs. C'est ça, des ambassadeurs. Le reste, c'est une fumisterie totale. Chaque année, les étudiants internationaux nous coûtent plusieurs millions. Soyons. Troisième élément sur la pauvreté. L'Université du Québec est née pauvre. Parce qu'on a inventé, le gars s'appelait Jean-Jacques Rousseau, on ne peut pas l'inventer, ça. Il était directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation. On a inventé la méthode historique, parce qu'on ne savait plus comment financer l'Université du Québec. On n'avait pas assez d'argent pour tout y donner ce qu'on voulait y donner. Donc, avec la méthode historique qui s'est perpétuée dans la nouvelle forme, Qui est devenu historique. donc qui est devenu historique, il y a un écart clair pour l'Université du Québec par rapport aux autres universités, un écart clair de sous-financement. Et ça, on peut le prouver, on l'a publié, je suis tanné de le dire, là, mais c'est clair, ce bout-là. Ils ont essayé de bidouiller des codes Clardaire à l'UQAM pour se sauver un peu d'argent, ces choses-là, mais c'est encore là à la marge. Quand tu sauves 1 million sur un budget de 2 milliards, c'est à la marge. Alors, la pauvreté relative de certains induit la richesse relative de certains. Alors, quand on parle qu'il y a beaucoup d'argent dans le système, oui, il y en a beaucoup. Est-ce que le réseau est sous-financé globalement au Québec? Oui, il faut le dire. Si on se compare à l'Ontario ou à l'ensemble des universités d'État, des universités publiques, là, je ne parle pas à Harvard, cette affaire-là, mais oui, on est sous-financé à peu près en proportion, même en mettant des pondérés, ces choses-là. Il nous manque à peu près dans le circuit des universités au Québec, juste pour être des normes canadiennes puis américaines publiques, il nous manque à peu près 458 à 465 millions, on s'astine sur le chiffre, là, mais c'est des chiffres qui sont connus. Donc, il manque d'argent. Mais c'est pas parce qu'il manque d'argent qu'il n'y a pas une distribution inégalitaire de l'argent. Non, c'est clair. Puis en plus, bon, non. Monique va demander... Brièvement, je parlais de collaboration, puis tantôt Michel disait qu'au niveau de la recherche, Yves allait dans le même sens. Ça va bien, oui, il y a de la collaboration. Au niveau de l'UQ, par rapport à l'enseignement, on a des défis à relever. J'étais à la réunion hier de l'Association des doyens en éducation, puis on regarde, par exemple, le baccalauréat en enseignement secondaire. Jacques Bachand, dans le temps, parlait de patrimoine de base. Oui, c'est important, le patrimoine de base, dans chacune des constituantes, puis qu'on forme localement des enseignants par école. Puis dans d'autres domaines, j'imagine que c'est la même chose. Mais écoutez, dans nos concentrations à l'UQAM, là, par rapport aux différentes concentrations du BES, on a vraiment des nombres pas très grands, puis à terme, après 4 ans, vraiment pas infinitésimaux, mais ils sont vraiment assez petits. Puis dans certaines constituantes de l'UQ, c'est encore plus dramatique. Il y a un exercice responsable d'analyse de la situation à faire pour voir comment on peut continuer à assurer la formation de façon locale,
mais quand même dans une logique, je vous dirais, de collaboration collective, parce que là, ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas de bon sens. Puis, faut regarder comment on peut mieux attacher ça. Ça, c'en est un problème concret. On peut parler de toutes sortes de cas, des fois, qui sont, je vous dirais, plus larges, mais ça, c'est un cas très, très particulier, puis qu'on peut penser qui est présent dans différentes disciplines. Donc, oui, il y a un défi de collaboration au niveau de la formation. Qui reste. Merci beaucoup. On a, au cours des 2 jours et demi, que pour moi, appris l'UQ, et non pas chacun de nos constituants. Et il y a aujourd'hui manifestement un appel à plus de travail collectif. Travail collectif qui suppose, d'une part, un ethos des acteurs, pour utiliser une expression sociologique, d'une part, mais en même temps, une réflexion sur les conditions pratiques et les conditions politiques dans lesquelles, dans le fond, les universités peuvent se développer. C'est un peu la grande conclusion que j'aurais et qu'on vous proposera l'année prochaine, dans l'autre colloque, pour finaliser le à Chicoutimi. Voilà, merci beaucoup encore.